La Grèce a marqué l'imaginaire du monde entier. Posée entre l'Europe et l'Orient, elle porte des récits qui nous dépassent. À Météore, des monastères tiennent en équilibre sur leurs colonnes de roche, comme suspendus hors du temps. Plus au sud, la caldeira de Santorin dessine un bleu irréel. La Grèce se reconnaît à ses eaux d'une clarté rare, à ses cités antiques encore debout, et à sa lumière, toujours vive. Aujourd'hui, partons à la découverte de la Grèce, de ses rochers les plus vertigineux, jusqu'à ses villes les plus paisibles. Au cœur de la Grèce continentale, dans la région de Thessalie, d'immenses colonnes de grès jaillissent soudain au-dessus de la plaine. Tout en haut, des monastères orthodoxes paraissent flotter dans les airs, perchés à plusieurs dizaines de mètres du sol. De loin, ces tours de pierre grise se découpent contre le ciel et semblent changer de couleur au fil de la lumière du jour. Tout autour, la plaine agricole thessalienne s'étire à l'infini, rendant plus frappant encore le contraste avec la verticalité de ces rochers. C'est justement pour fuir le monde, loin des vallées peuplées et des routes fréquentées, que ces communautés ont choisi de s'établir ici. Pendant longtemps, on ne pouvait atteindre certains monastères qu'au moyen d'échelles de cordes ou de filets hissés à bout de bras. Sculptés par l'érosion depuis des millions d'années, ces piliers de roche figurent parmi les formations géologiques les plus étonnantes du pays. Aujourd'hui encore, plusieurs de ces monastères sont habités, perpétuant tout là-haut une présence religieuse qui ne s'est jamais interrompue. Kefalonia, la plus grande des îles ioniennes, se dresse fièrement au large de la côte occidentale de la Grèce continentale. Son relief, tout en montagne, culmine au mont Einos, dont les pentes abritent une forêt de sapins qui, curieusement, doivent leur nom à l'île elle-même. Sous ce paysage de pierre se cache la grotte de Mélissani, un lac souterrain né de l'effondrement partiel de son plafond calcaire. Vers midi, un rayon de soleil perce l'ouverture et teinte l'eau d'un bleu turquoise saisissant, dévoilant des galeries qui restent invisibles le reste de la journée. Ce basculement entre la lumière crue du littoral et la pénombre feutrée des grottes confère à l'île quelque chose de plus intime, presque secret. Non loin d'Argostoli, la capitale, la mer s'infiltre dans le sol, à travers un réseau de failles karstiques, un phénomène naturel qui a longtemps intrigué les habitants de l'île. Miloche se dresse dans l'archipel des Cyclades, une île d'origine volcanique aux formes vraiment surprenantes. Sur sa côte nord, les falaises blanches de Sarakiniko, sculptées patiemment par le vent et la mer, dessinent un paysage qui semble presque sorti d'un autre monde. Ces roches volcaniques, mêlées à des dépôts de pierres ponces et de kaolin, offrent à l'île une palette bien à elle, entre blanc éclatant et eau turquoise. Depuis l'Antiquité déjà, Miloche était connu pour ses gisements d'obsidienne,
cette pierre noire et tranchante que l'on s'arrachait dans tout le bassin méditerranéen. C'est également sur cette île que fut mise au jour, au XIXe siècle, la fameuse statue de l'Aphrodite de Miloche, aujourd'hui exposée au musée du Louvre. Le long du littoral, des villages de pêcheurs comme Klima abritent des sirmatas, ces petites maisons colorées à même la roche, avec leur hangar à bateaux qui s'ouvrent directement sur la mer. Cette richesse géologique a façonné plus de 70 plages, chacune avec ses propres couleurs et ses propres textures. Le mont Athos se dresse à la pointe de la péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, tournée vers la mer Égée. Sur ce relief escarpé vit une communauté monastique orthodoxe régie par des règles qui lui sont propres depuis des siècles. Sur ces pentes abruptes s'accrochent une vingtaine de monastères, certains creusés dans la roche, d'autres suspendus au-dessus des flots. On n'entre pas ici comme on veut. L'accès demeure strictement réglementé et les femmes en sont exclues. C'est l'avaton, une interdiction très ancienne, jamais levée. Loin des foules, à l'écart des grands axes, la lumière paraît différente, presque assourdie, comme filtrée par la forêt dense et le silence qui règne autour des lieux de prière. Le mont domine l'ensemble des monastères et ses sommets restent le plus souvent noyés dans les nuages ou la brume. Peu d'endroits en Grèce gardent une atmosphère aussi recueillie, le fruit de siècles d'une vie monastique qui ne s'est jamais interrompue. On l'appelait autrefois Zante, du temps des Vénitiens, et Zakynthos vient clore l'archipel des îles Ioniennes, tout au sud. Des siècles durant, Venise a régné sur cette île, laissant derrière elle une architecture particulière et des traditions qui perdurent encore aujourd'hui. Ici, les falaises de calcaire plongent brutalement vers une mer d'une clarté saisissante. Côté nord-ouest, on trouve la fameuse plage de Navaggio, baptisée ainsi à cause de l'épave d'un bateau échoué sur son sable il y a bien longtemps. Prise entre des parois vertigineuses, elle ne se rejoint qu'en bateau, ou bien en admirant la vue depuis les belvédères qui surplombent la crique. Un peu plus loin, les grottes bleues offrent un spectacle étonnant. La lumière du jour vient se refléter dans l'eau en un bleu turquoise presque irréel. Plus au sud, la baie de Laganas devient chaque été le rendez-vous des tortues kaouanes, qui remontent sur ces plages de sable fin pour y pondre leurs œufs. Quant à la ville de Zakynthos, détruite puis rebâtie après le séisme du siècle dernier, elle a su retrouver son âme vénitienne à travers ses façades colorées et ses places bordées d'ombre. Entre criques secrètes et rivages plus fréquentés, l'île réunit sur un territoire finalement assez modeste une diversité de paysages qui ne cesse de surprendre. Le Cap Sounion, c'est la pointe la plus au sud de l'Attique, là où la terre grecque finit par plonger dans la mer Égée. Perché sur cette falaise vertigineuse, le temple de Poséidon domine le paysage.
On reconnaît tout de suite ces colonnes de marbre blanc, dédiées aux dieux de la mer. On raconte que dans l'Antiquité, les marins qui rentraient vers Athènes guettaient ce promontoire. C'était souvent le dernier bout de côte qu'ils apercevaient avant d'atteindre enfin le port. Certaines colonnes tiennent encore debout aujourd'hui, tournées vers le large, exactement là où on les avait dressées il y a des siècles. Leur blancheur éclatante se détache sur le bleu intense de la mer Égée, qui déroule son horizon tout autour du cap. Quand le soleil décline, sa lumière rasante vient dorer le marbre. Un contraste saisissant avec la nuit qui commence à gagner l'horizon marin. Le site continue d'attirer les visiteurs, venus contempler ces vestiges millénaires qui se dressent toujours face à la mer. Corfou occupe une place à part, à l'entrée de la mer Ionienne, juste en face des côtes albanaises. Ici, le paysage est étonnamment vert, presque luxuriant, loin de l'aridité qu'on associe souvent aux îles grecques. Les pluies y sont simplement plus généreuses que partout ailleurs dans le pays. La vieille ville de Corfou, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, porte encore les marques de plusieurs siècles sous domination vénitienne. Ses ruelles étroites, ses façades ocre et ses clochers évoquent bien plus l'Italie que la Grèce telle qu'on l'imagine d'ordinaire. Deux forteresses vénitiennes veillent aux abords de la ville, vestiges d'un passé où plusieurs grandes puissances européennes se disputaient cette position stratégique. Sur la côte, le palais de l'Achilléon, bâti pour l'impératrice Élisabeth d'Autriche à la toute fin du XIXe siècle, surplombe encore la mer depuis ses hauteurs. Vue depuis le ciel, l'île dévoile un jeu de couleurs saisissant. Le vert profond des oliveraies qui se mêlent aux baies aux eaux claires tout au long du littoral. Simi fait partie de cet archipel du Dodécanèse, à quelques kilomètres à peine des côtes turques. Son port, Iallos, se déploie comme un amphithéâtre tout autour d'une baie étroite et profonde. Les maisons néoclassiques, avec leurs façades ocre, rose et bleu pâle, rappellent une époque où l'île prospérait grâce à la pêche aux éponges et à la construction navale. Cette activité a longtemps porté l'économie locale, avant de décliner peu à peu au cours du XXe siècle. Plus à l'intérieur des terres, on trouve le monastère de Panormitis, consacré à l'archange Michel, où de nombreux Grecs orthodoxes viennent encore en pèlerinage. Coincée entre des collines arides et une eau d'une clarté rare, la baie garde quelque chose de plus intime que le reste du paysage alentour. L'ancienne Corinthe occupe cet isthme étroit qui rattache le Péloponnèse à la Grèce continentale, coincé entre le golfe corinthien et le golfe saronique. Au-dessus du site, la citadelle d'Acrocorinthe domine depuis son piton rocheux, un poste de guet qui, depuis l'Antiquité, surveille les routes entre les deux mers. Un peu plus loin, un canal artificiel tranche l'isthme de part en part, séparant désormais le Péloponnèse du reste du continent. En contrebas de la colline, ce qu'il reste du temple d'Apollon continue de dresser ses colonnes doriques face à la plaine. L'agora antique, à ciel ouvert aujourd'hui, garde la trace du rôle commercial que tenait autrefois la cité dans le monde grec.
Rasée puis rebâtie sous Rome, Corinthe est devenue une colonie de premier plan, véritable carrefour entre l'Orient et l'Occident méditerranéen. De nos jours, les pierres calcaires se mêlent aux oliviers, quelque part entre le souvenir antique et le paysage d'aujourd'hui. Monemvasia se dresse, solitaire, sur un rocher au large de la côte orientale du Péloponnèse, à peine reliée à la terre ferme par une fine chaussée. C'est peut-être de ce lien étroit, cette unique voie d'accès, que la cité tiendrait son nom. En contrebas, la ville basse s'accroche au pied de la falaise, ses maisons de pierre blotties les unes contre les autres le long de ruelles étroites tournées vers la mer. Plus haut, les ruines d'une forteresse veillent sur l'ensemble, dominant la mer Égée de leur vue imprenable. Les toits de tuiles rouges et les façades ocre tranchent avec le bleu profond des eaux tout autour. Isolée pendant des siècles par sa seule géographie, la cité a su garder quelque chose de rare, un mélange d'austérité guerrière et de douceur toute méditerranéenne. Hydra se trouve dans le golfe Saronique, juste au sud d'Athènes, en face de la côte est du Péloponnèse. Le port, lui, occupe tout le centre de la ville. Autour, des maisons blanches s'étagent comme un amphithéâtre au-dessus de l'eau. On y trouve encore de vieilles demeures d'armateurs, les traces d'une richesse née du commerce maritime au XVIIIe et XIXe siècle. Sur l'île, pas une seule voiture. Les gens marchent, prennent le mulet ou se déplacent en petite barque. Sans moteur, le port garde quelque chose de calme, presque de silencieux. C'est assez rare pour une île grecque. Le terrain est escarpé. Il n'y a pas vraiment de source d'eau non plus. Alors l'agriculture n'a jamais vraiment pris ici. Les habitants se sont tournés vers la mer, tout naturellement. Depuis le milieu du XXe siècle, Hydra a commencé à attirer des peintres, des écrivains. La lumière, le calme des ruelles pavées, ça a su séduire. Et aujourd'hui, le port continue de battre au rythme de l'île, entre les pêcheurs qui rentrent et les voiliers qui passent. La Crète s'étend au sud de la mer Égée, comme une frontière naturelle entre la Grèce continentale et les côtes d'Afrique du Nord. C'est la plus grande île du pays et elle réunit à elle seule des paysages étonnamment variés entre littoral et haute montagne. Au cœur de l'île, les montagnes blanches se dressent à l'horizon, encore couvertes de neige une bonne partie de l'année. On y trouve les gorges de Samaria, parmi les plus longues d'Europe, sculptées par l'érosion sur des kilomètres. Ce relief si contrasté a fini par façonner un véritable mode de vie à l'intérieur des terres. Dans les villages de montagne, on a longtemps vécu de l'élevage et des cultures en terrasse, à 1000 lieues du rythme du littoral. Sur la côte nord, le vieux port de la Canée garde encore les traces de son passé vénitien, avec ses façades colorées et son phare de pierre. Un peu plus loin dans les terres, le site de Knossos porte la mémoire de la civilisation minoenne, l'une des plus anciennes d'Europe.
Cette civilisation s'était déjà développée sur l'île bien avant l'époque classique grecque. Entre mer turquoise et sommets arides, la Crète donne finalement à voir une autre Grèce, plus vaste, plus contrastée, comme démultipliée. Karpathos s'étire dans le sud du Dodécanèse, une île longue et montagneuse posée là, au milieu de la mer Égée. Son relief tourmenté a longtemps tenu les villages à l'écart les uns des autres, traçant une géographie faite de vallées encaissées et de crêtes abruptes. Au nord, le village d'Olympos s'accroche à flanc de montagne. On le connaît pour avoir su garder ses traditions et un dialecte bien particulier, transmis depuis des générations. Plus au sud, le paysage se fait plus doux, avec des plaines cultivées et des plages qu'on atteint plus facilement. Sur les côtes, des vents constants balaient l'île et lui donnent son caractère, entre le calme des baies protégées et un souffle bien plus vif une fois au large. Loin des circuits touristiques les plus fréquentés, Karpathos conserve une lumière tranquille, comme une île qui vit encore à son propre rythme. Naxos impressionne d'abord par sa taille. C'est la plus grande île des Cyclades, posée en plein cœur de la mer Égée. À l'intérieur, le relief grimpe plus haut que partout ailleurs dans l'archipel, avec des sommets qui veillent sur des vallées couvertes d'oliviers et de vignes. Le long de la côte, les villages blancs tranchent nettement sur le bleu profond de la mer, cette image qu'on associe justement à l'univers cycladique. À l'entrée du port principal se dresse la Portara, un portail de marbre imposant, seul vestige encore debout d'un temple antique jamais terminé. Pendant des siècles, l'île a vécu de l'extraction du marbre et de l'émery, deux ressources qui ont profondément marqué son économie. Entre montagnes cultivées et rivages baignés de lumière, Naxos garde un visage plus rural que ses voisines, encore assez éloigné de l'agitation touristique. Paros s'étend au cœur des Cyclades, dans une mer Égée aux eaux calmes et limpides. Son relief tout en douceur, fait de collines arrondies, tranche avec les paysages plus abrupts qu'on trouve sur certaines îles voisines. Une partie de la renommée antique de l'île, elle la doit à son marbre blanc, tiré des carrières de Marathi. Déjà recherché dans l'Antiquité pour sa finesse et sa transparence, le marbre parien fut longtemps l'un des matériaux les plus prisés par les sculpteurs grecs. Parikia, la capitale, a gardé ses ruelles étroites et ses façades blanchies à la chaux, si caractéristiques des Cyclades. C'est là que se trouve l'église de Panagia Ekatantapiliani, souvent citée comme l'une des plus vieilles églises chrétiennes de Grèce. Plus au nord, le village de Naoussa a su préserver son petit port de pêche, aujourd'hui entouré de maisons basses aux volets bleus. Partout sur l'île, la lumière garde cette clarté si particulière qui semble imposer un rythme de vie plus tranquille. Une fine bande de terre relie Lefkada au continent grec, ce qui reste assez rare parmi les îles de la mer Ionienne. L'intérieur de l'île,
Montagneux et couvert de forêts, tranche nettement avec ses falaises calcaires vertigineuses qui tombent presque à pic dans la mer. Cette rencontre entre la roche pâle et les fonds marins peu profonds donne à l'eau des nuances de turquoise et d'émeraude qui semblent presque irréelles. Face à la côte est, plusieurs petites îles dessinent des passages abrités, très recherchés par les amateurs de navigation de plaisance. Sur la côte sud, des vents réguliers et bien établis ont fait naître une véritable culture de la planche à voile, une pratique enracinée ici depuis des décennies. Dans les villages perchés à l'intérieur des terres, les maisons traditionnelles marient pierre et charpente en bois, un savoir-faire pensé pour résister aux secousses sismiques fréquentes dans la région. Entre ces eaux aux couleurs presque irréelles et ces reliefs si contrastés, Lefkada compte parmi les paysages les plus lumineux qu'offre la mer Ionienne. Santorini, c'est un peu comme un croissant de falaises volcaniques suspendu au-dessus de la mer Égée. Tout ce qui reste d'une caldeira effondrée. Cet effondrement a creusé, au cœur de l'archipel, un immense bassin marin cerné de parois vertigineuses. Perchés sur ces falaises, les villages de Fira et d'Oya offrent ce spectacle unique. Maisons blanches et dômes bleus semblent flotter au bord du vide. Cette vue, capturée depuis les hauteurs de la caldeira, reste sans doute l'une des images les plus emblématiques de toute la Méditerranée. Plus au sud, le site archéologique d'Akrotiri garde encore les traces d'une cité engloutie par une éruption volcanique dans l'Antiquité. Au milieu de la baie, l'îlot volcanique de Nea Kameni rappelle qu'ici, la terre bouge encore. Ce sol sombre et fertile a permis, au fil des siècles, le développement de vignes cultivées sur des terrasses de pierre. Et quand le soleil se couche, sa lumière rasante fait ressortir tous les contrastes. La roche noire, les façades blanches et ce bleu profond de la mer qui semble ne jamais finir. Face à la mer, la forteresse de Burtsi occupe un îlot au milieu du golfe Argolique, comme pour surveiller l'entrée du port de Nafplio. Bâtie à l'époque vénitienne, elle porte encore les traces de plusieurs siècles de présence maritime sur cette côte du Péloponnèse. Nafplio fut, l'espace de quelques années seulement au XIXe siècle, la toute première capitale de la Grèce indépendante. Juste au-dessus de la vieille ville, la forteresse de Palamidi trône sur son promontoire rocheux. Pour l'atteindre, il faut grimper un escalier interminable, plusieurs centaines de marches taillées à flanc de roche. Dans les ruelles pavées de la vieille ville, les façades néoclassiques et les balcons en fer forgé racontent cette histoire où se mêlent influences européennes et traditions locales. Le port, bien plus modeste que les grandes stations des îles, garde quelque chose de tranquille, rythmé simplement par les allées et venues des pêcheurs. Cette échelle plus intime donne à Nafplio un tout autre visage que les grands paysages insulaires. Quelque chose de plus proche du rythme d'une ville portuaire tournée vers son golfe. Au sud-est de la mer Égée, l'île de Rhodes garde précieusement l'une des villes médiévales les mieux préservées de toute la Méditerranée, ceinte de remparts couleur ocre. Ses murailles,
ce sont les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean qui les ont bâtis. Ils ont gouverné l'île durant plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée des Ottomans. Au centre de la vieille ville, le palais du grand maître surplombe la rue des Chevaliers, où s'alignent encore les anciennes auberges qui appartenaient jadis aux différentes nations de l'ordre. Un peu plus loin, le port de Mandraki accueille aujourd'hui des barques de pêcheurs et des voiliers. C'est là, dit-on, que se dressait autrefois le fameux colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde antique. Dans les ruelles étroites, la pierre ocre des vieilles façades change de couleur au fil des heures, saisie par cette lumière si particulière de la Méditerranée. Le site de Delphes s'accroche au flanc du mont Parnasse, en Grèce centrale, dominant la vallée du Pléistos. Dans l'Antiquité, on croyait que ce sanctuaire dédié à Apollon marquait littéralement le centre du monde, une idée incarnée par la fameuse pierre de l'Omphalos. Rois, généraux et cités entières venaient consulter l'oracle, la Pythie. Ces paroles, souvent énigmatiques, pesaient parfois lourd dans les grandes décisions politiques et militaires de l'époque. Aujourd'hui encore, les ruines du temple d'Apollon se dressent fièrement au milieu des oliviers et des pins, tout près d'un théâtre antique taillé directement dans la roche de la colline. Un peu plus haut, sur la pente, on trouve le stade où se déroulaient les Jeux pythiques, ces compétitions organisées en l'honneur du dieu. Le musée, situé à proximité, abrite plusieurs sculptures exhumées sur le site, parmi lesquelles l'Aurige de Delphes, un bronze antique dont l'état de conservation reste tout simplement remarquable. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Delphes conserve aujourd'hui une atmosphère presque solennelle, quelque part entre les pierres chargées d'histoire et le silence qui règne sur ces montagnes. Épidore, on la trouve en Argolide, dans le nord-est du Péloponnèse, à quelques kilomètres à peine du golfe Saronique. Le site s'organise autour d'un sanctuaire antique consacré à Asclépios, le dieu grec de la médecine. Les malades venaient jusqu'ici en quête de guérison, dans un lieu conçu à la fois comme un centre de soins et un espace de culte. Au cœur du sanctuaire, le théâtre antique a traversé les siècles avec une conservation étonnante, niché parmi les pins et les collines boisées. Sa construction date du IVe siècle avant notre ère. La forme en éventail des gradins, avec leur disposition si précise, crée une acoustique singulière que les visiteurs s'amusent encore à tester depuis le centre de la Seine. Chaque été, le théâtre reprend vie avec de nouvelles représentations, dans la continuité d'une tradition qui remonte à plusieurs millénaires. Mycène se dresse sur un éperon rocheux de l'Argolide, coincé entre deux collines abruptes. De là-haut, le site surplombe toute la plaine et le regard porte jusqu'au golfe Saronique. On entre dans la citadelle par la porte des Lionnes, avec ce linteau imposant où sont sculptées 2 lionnes face à face. Ces murs cyclopéens, taillés dans des blocs de pierre absolument énormes, en disent long sur la force de cette civilisation de l'âge du bronze. Un peu plus loin,
se trouve un tombeau à Tholos, qu'on appelle le trésor d'Atrée, une chambre voûtée construite en encorbellement. Homère parlait déjà de Mycène, la décrivant comme la cité du roi Agamemnon, une ville gorgée d'or. C'est au XIXe siècle que l'archéologue allemand Heinrich Schliemann a fouillé ces lieux, mettant au jour des tombes à fosses pleines d'objets précieux. Le site figure aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il garde quelque chose de discret, presque silencieux, entre ces pierres dorées par le soleil et ces collines desséchées. Dans la vallée de l'Alphée, en Élide, tout au nord-ouest du Péloponnèse, s'étend le sanctuaire d'Olympie, dédié à Zeus. C'est là que sont nés les Jeux olympiques antiques, organisés tous les 4 ans devant des foules venues de toute la Grèce. Une trêve sacrée mettait alors les guerres en pause, le temps que durent les compétitions. Le temple de Zeus renfermait jadis une statue chryséléphantine du dieu, l'une des 7 merveilles du monde antique. Le stade antique, dont on distingue encore les contours, voyait s'y disputer les courses à pied sur une piste de terre battue. Des fouilles entreprises au XIXe siècle ont révélé les vestiges du sanctuaire, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui encore, chaque nouvelle édition des Jeux olympiques débute par l'allumage de la flamme sur cette même terre, perpétuant un rituel vieux de plusieurs siècles. L'Épire s'étire dans le nord-ouest de la Grèce continentale, entre les crêtes du Pindus et la mer Ionienne, tout près de la frontière albanaise, dans une région qui a su rester profondément rurale. Au centre de cette terre se dresse Ioannina, une ville bâtie au bord d'un lac, veillée par les remparts d'une vieille forteresse. Plus haut vers le nord, les villages de pierre du Zagori s'accrochent au flanc du massif, unis depuis des générations par de vieux ponts en pierre qu'on emprunte encore aujourd'hui. Tout près, les gorges de Vikos fendent le plateau calcaire, ouvrant un canyon impressionnant au beau milieu des montagnes du Pindus. Ici, les bergers ont longtemps vécu au rythme de la transhumance, conduisant leurs bêtes entre les plaines du littoral et les hauts pâturages, saison après saison. Baigné d'une lumière douce, ce paysage de l'intérieur offre un espace vaste et silencieux, bien loin du tumulte des côtes. Mykonos tient une place bien particulière dans l'archipel des Cyclades, là où les vents incessants de la mer Égée façonnent le paysage tout autant que la lumière. Sur les hauteurs du port, la ville de Kora déploie ses maisons cubiques et blanches, blotties les unes contre les autres le long de ruelles étroites, pensées pour couper le vent. Perchés sur une petite butte, les moulins de Katomili surplombent la baie. Autrefois, ils servaient à moudre le grain que les bateaux apportaient jusqu'ici. Un peu plus bas, le quartier de la Petite Venise aligne ses maisons bâties presque à fleur d'eau, avec leurs balcons de bois qui semblent flotter au-dessus des vagues. Non loin de là, l'église de Paraportiani réunit plusieurs chapelles accolées les unes aux autres, formant un volume unique et irrégulier, devenu l'un des symboles visuels de l'île. Depuis le port de Mykonos, de petites embarcations partent chaque jour vers l'île voisine de Délos,
ce site archéologique que la mythologie grecque associe à la naissance d'Apollon. Au cœur d'Athènes se dresse un rocher calcaire qui porte les vestiges les plus célèbres de toute la Grèce antique. L'Acropole, couronnée par son temple principal, le Parthénon, consacré à la déesse Athéna. Bâti au 5e siècle avant notre ère, il témoigne encore aujourd'hui de l'âge d'or architectural de la cité sous Périclès. Sur son flanc sud se trouve l'Odéon d'Hérode Atticus, un théâtre antique magnifiquement restauré qui accueille toujours des spectacles à ciel ouvert. Un peu plus loin, l'ancienne Agora était le véritable cœur de la vie publique et intellectuelle de la cité, là où se mêlaient marchands et philosophes. Tout autour de cette colline sacrée, la ville moderne s'étale sur plusieurs reliefs, entre immeubles blancs et quartiers historiques comme Plaka, avec ses ruelles étroites et ses maisons néoclassiques. Au pied de l'acropole s'ouvre la place Syntagma, où se trouve le Parlement grec et sa garde d'honneur. Un contraste saisissant entre le poids du passé et le rythme de la vie d'aujourd'hui. Depuis la colline du Lycabette, point culminant de la ville, le regard embrasse toute Athènes, jusqu'au golfe Saronique et à la mer qui se devine au loin. Thessalonique se déploie en arc de cercle le long du golfe Thermaïque, dans le nord de la Grèce. Deuxième ville du pays, elle n'a jamais vraiment tourné le dos à la mer. Un long front de mer bordé d'une promenade en témoigne encore aujourd'hui. La ville a traversé les siècles en gardant les traces de ce qu'elle a vécu. L'Empire byzantin d'abord, puis l'Empire ottoman, avant de retrouver, plus tard, sa place au cœur de la Grèce moderne. Sur le rivage, la tour blanche se dresse toujours là, fidèle au poste. Elle est devenue, avec le temps, l'image même de Thessalonique. Dans le centre, on croise pêle-mêle une architecture ancienne, des marchés qui grouillent de monde et des cafés installés en plein air. Rien de survolté ici, juste une atmosphère posée, assez loin de l'effervescence des îles les plus touristiques. Quand le jour décline, la lumière vient se poser doucement sur les eaux calmes du golfe. Et c'est sur cette image